Je crois que nous pouvons applaudir Olivier Norek qui arrive. Alors. D'accord, et il m'a dit d'être près de la table. Ils envoient dans un écran. Oui. Oui, non. La cliente, ça ah, c'est notre table avec le vous pouvez mettre devant, bien sûr. Bien, bienvenue à tous. Merci à tous les participants du prix Renaudot 2020, du prix Renaudot des lycéens 2024. Et comme d'habitude, avant de vous céder la parole et de céder la parole à Claire Simon et ensuite à Olivier Norek, nous allons faire l'appel réglementaire. Tout d'abord, je vais m'adresser aux lycées qui sont loin de nous, voire très loin de nous, comme le lycée français de Tananarive, à Madagascar. Sont-ils là? Oui. Le collège national Costa-Chenegri de Galatie en Roumanie. Voilà. Le lycée Jean Cassaigne de Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes. Voilà. Et maintenant, je m'adresse au présent, en commençant, pour être sûr de ne pas l'oublier, par le lycée du Plessis-Morny de Saumur. Le lycée Saint-Félix-la-Salle de Nantes. Le lycée Auguste Renoir de Limoges. Le lycée François Rabelais de Chinon. Le lycée Léonce Vieljeu de La Rochelle. Le lycée Bernard Palissy de Saintes. Le lycée Au Val-de-Sèvres de Saint-Mexant-l'École. Le lycée Ernest Perrochon de Parthenay. Le lycée Les Grippeaux de Parthenay. Le lycée Berthelot de Châtellerault. Le lycée Nelson Mandela de Poitiers est représenté par 2 élèves et un professeur. Et je termine par les locaux, le lycée Margaudry de Loudun et le lycée Guy Chauvet de Loudun. Allons-y. En votre nom à tous, je vais remettre le buste de Théophraste Renaudot, qui symbolise le prix 2024, à Olivier Norek.
Chers lycéennes, chers lycéens, après de longs débats, ce sont les guerriers de l'hiver qui cette année reçoivent votre prix. Et ce prix pour moi est sans égal, car vous n'êtes pas de simples lecteurs, vous êtes les acteurs de demain. Vous êtes cette génération qui devra réparer nos erreurs. Vous êtes cette génération qui devra relever les défis face auxquels nous avons été incapables, insuffisants. Nous vous laissons une planète que nous avons épuisée. Nous vous laissons des pays sans fraternité qui n'attendent qu'une étincelle pour s'embraser. Et ce sera à chacun et à chacune d'entre vous de trouver les solutions. Alors je ne connais pas de plus grand honneur que d'imaginer que subsistera dans votre mémoire une page, une phrase ou seulement un mot de mon roman. Débattre avec les mots ou se battre avec les poings. Lorsque les mots ne seront plus écoutés, lorsque la parole s'éteindra, ne restera que la violence. Alors, comme un soldat qui s'entraîne, chaque livre que vous lirez vous offrira des armes en plus, des compétences en plus. La capacité d'argumenter, de défendre vos idées, de les exprimer clairement, la capacité de vous défendre et de défendre l'autre, la capacité de remplacer la violence par l'intelligence. Mon roman ou un autre, tous les romans et les connaissances qu'ils vous apportent seront une plaque de métal en plus sur votre armure. En écrivant Les guerriers de l'hiver, j'ai compris que l'histoire d'hier pouvait nous éclairer sur notre présent et notre avenir. Car, et j'ouvre les guillemets, en oubliant notre passé, nous nous condamnons à le revivre. Face à l'oubli, il fallait rompre le silence afin de rendre à ces guerriers les honneurs qu'ils n'ont jamais reçus. Je ferme les guillemets. J'aurais aimé écrire ces dernières lignes. Je me suis contenté de les voler, de vous les voler dans vos courriers que j'ai reçus, de Jade, de Louisa, d'André, d'Eliott, de Louise ou de Nathan. Ces courriers qui, par leur éloquence, leur poésie, leur pertinence, m'ont ému et m'ont surtout rassuré. Votre armure est déjà bien épaisse et votre intelligence assurément redoutable. Vous comprenez et vous lisez le monde comme jamais je ne l'avais compris à votre âge. Alors mon roman, un roman, tous les romans, et peut-être ceux que vous écrirez demain, permettront, je l'espère, que jamais un jour vous n'ayez à prendre les armes. Le Sissou des guerriers de l'hiver parle de courage, de ténacité, de force intérieure, de volonté, d'obstination, mais jamais de violence. Le Sissou vous appartient désormais, et pour que Léena, Simo, Oni, Toivo, Pietari, Hugo et Victor ne se soient pas battus pour rien, faites-en bon usage. Chers lycéennes, chers lycéens, vous avez changé ma vie, mais c'était malheureusement l'épreuve la plus simple à relever, car maintenant c'est le monde que vous devez changer. Merci. La neige tombe, silence lourd, écho des pas, le danger court, stratégie cachée, l'ombre se faufile. Voici le début de l'acrostiche du titre de votre roman réalisé par les élèves du lycée de Galatie en Roumanie. Les guerriers de l'hiver, c'est le choix des lycéens pour leur prix Renaudot 2024. Il me revient la lourde tâche d'introduire cette rencontre et j'aime chercher ce qui fait que c'est votre livre qui a été choisi par eux. La neige, les pas, le danger, des stratégies, on est bien au cœur de votre roman, Olivier Norek. Mais c'est aussi tellement d'autres choses que les élèves y ont vu. L'histoire les a emportés vers un pays qu'ils connaissent peu, dont il est peu question au lycée, encore moins en histoire, vers une époque qu'on connaît davantage avec des personnages réels dont ils n'avaient certainement jamais entendu parler et qui pourtant les ont profondément émus. La dédicace au sang versé et les phrases en exergue ne laissent aucun doute sur ce qui nous attend, nous, lecteurs. Et nous le savions dès le titre. Les deux prologues sont encore un avertissement, mais bien en deçà de ce à quoi on pourrait penser. C'est tellement impensable. Les chapitres se succèdent et l'on rencontre tous les personnages. Simo, champion national de tir au tout début, bientôt une légende, la mort blanche, et ses amis, Oni, Toivo, puis Pietari et son frère Victor, et Léna. On sait aussi ce qui se passe au même moment au Kremlin et à Helsinki, où la guerre se prépare. Petit à petit, tout se met en place, s'agence à l'échelle des dirigeants, cette fabrication d'une guerre comme à l'échelle de nos héros. On comprend que la guerre est inévitable.
On comprend qu'elle va durer, malheureusement, car on en sait bien plus que les soldats que l'on suit, qui s'enfoncent peu à peu dans le froid, dans la nuit, dans la neige, dans la violence d'un hiver qui paraît sans fin. Il faut parfois quelques instants au lecteur pour savoir où il se situe au début du chapitre, de quel côté de la frontière est-on ? Du côté de la 6e compagnie, du 2e bataillon, du 34e régiment, de la 12e division, du 4e corps d'armée, garnison de Kolaha, avec Simo, ou bien de l'autre côté de la frontière avec la 8e armée. Parfois on passe d'un côté à l'autre et l'on doute de tout. On tuait, on épargnait, déjà plus rien n'avait de sens, et la guerre d'hiver n'avait que quelques jours. Nouveau chef, même guerre, même bourbier. La richesse de ce roman tient aussi dans tout ce que l'on découvre, plein de curiosités. De l'anecdote de la drôle de guerre à la culture de la Finlande, le royaume des morts, le cygne noir, en passant par les stratégies de guerre, le moti ou l'origine du cocktail Molotov. On a même envie de savoir prononcer les mots du finnois correctement. Vive le site Forvo à ce sujet-là, je vous le conseille. Et j'en ai profité pour découvrir aussi le passé de lutteur de Lino Ventura, mais je m'égare et je ne suis pas sûre que cela vous dise quelque chose, chers lycéens. Mais au-delà de la guerre, les individus que l'on voit se débattre tout au long de ces 98 jours de la guerre de Simo sont des héros qui célèbrent la vie malgré tout. Même si la mort est leur quotidien, ils sont liés par une amitié profonde qui les maintient en vie et qui n'a pas forcément besoin de mots. Simo parle peu, mais chacun sait comme l'un est précieux pour l'autre. La mort qui viendra les frapper renforcera encore les vivants. Et puis il y a aussi des personnages qui nous surprennent, qu'on apprécie peu et qui nous émeuvent parfois, comme Yu Tilainen, l'horreur du Maroc. Chacun des personnages, même s'il ne fait qu'une apparition plus ou moins brève, est un moment de vie, une lumière, un sourire. Arvo et ses recettes de cuisine en est le parfait exemple. Dans cet univers d'hommes, les femmes ne sont pas absentes. On voit les épouses et les futures épouses et leurs inquiétudes bien légitimes. Mais ce sont surtout les Lota au front qui impressionnent par leur courage à toute épreuve. Leena, la belle amie de Toivo, en sauvant Simo, a fait honneur à la légende, elle en fait partie maintenant. Merci à tous les petits indices que vous glissez comme des clins d'œil tout au long du roman. Le briquet Natacha, le petit carré de tissu bleu cousu au revers de la veste de Toivo, la lettre de Victor. Tout cela reste en mémoire, comme ces personnalités si marquantes. Merci aussi à vos mots que les lycéens ont retenus et aimés. Il y a une différence entre pouvoir tuer et devoir tuer. Forcer un homme revient à fabriquer un insoumis. Il y a aussi dans votre écriture de quoi surprendre et être touché. Les mots de la guerre sont durs, implacables, mais aussi parfois très délicats. On entend le silence mat de la neige ou son crissement. On a froid et on est parfois ému par la nature autour qui a fait pourtant de son mieux. Et il y a encore tellement à dire. Merci pour ce roman, Olivier Norek. On ne sort pas indemne de cette guerre d'hiver. On pense forcément à tout ce qui agite notre monde aujourd'hui. Et votre roman aidera certainement les citoyens de demain qui sont en face de vous à prendre leur destin en main. Je remercie les élèves de Galatie, de Chinon, de Saumur et de Loudun que j'ai lus avec beaucoup d'intérêt et qui m'ont inspiré pour ce texte. Merci à vous. Alors maintenant, nous allons passer au moment tant attendu des questions. On va écouter vos questions. Je voudrais juste vous rappeler un petit peu, l'idéal c'est de bien lever la main haut quand vous voulez prendre la parole de façon à ce que les personnes qui vont vous passer les micros vous voient. Et puis dès que vous aurez la parole, si vous voulez bien donner votre prénom, d'où vous venez, et poser votre question à laquelle Olivier va répondre. Et aucune difficulté pour qu'il y ait des questions. Bravo. Bonjour, je m'appelle Madison. Je viens du lycée au Val-de-Sèvres. Et du coup, je vais vous poser une question. Pourquoi vous avez choisi cette guerre et pas une autre ? Merci de cette question. Je n'avais pas du tout prévu d'écrire une histoire de guerre. D'abord, en fait, moi, je cherche d'abord à tomber amoureux d'une histoire, des personnages et des émotions aussi que cette histoire peut véhiculer. Donc, à la base, je n'ai pas cherché une guerre. À la base, je suis tombé amoureux de la fraternité, du courage de ces soldats. Et en fait, tout a commencé un peu différemment. On est en février 2022.
Et Poutine nous menace d'une guerre nucléaire si jamais on soutient l'Ukraine. Donc moi, évidemment, en 2022, me faire menacer d'un hiver nucléaire, ça m'a terrorisé. Et j'ai fait un travail citoyen. J'ai scanné un siècle de relations avec la Russie. Et c'est là que je découvre la guerre d'hiver. Une guerre oubliée, effacée des manuels scolaires. Et en ça, d'abord, elle m'a intéressé. Mais c'est uniquement d'abord un travail citoyen. C'est ensuite que j'ai découvert Léna, Toivo, Oni et surtout Simo. Simo, ce jeune fermier qui allait se sublimer pour défendre son pays. Peut-être que si j'avais lu autre chose, si j'avais entendu une autre information, je serais parti sur un autre sujet ou sur une autre guerre. Mais à la base, je raconte cette guerre, mais je pourrais en raconter une autre. Mon but, c'était de réussir à plonger le lecteur et la lectrice dans une réalité, de rappeler que la guerre d'aujourd'hui ne sera pas différente de la guerre d'hier. On peut penser aujourd'hui que s'il y a une guerre, elle sera faite avec des drones, elle sera faite avec des ordinateurs, elle sera faite avec des pirates informatiques. Ce sera une guerre de loin. Eh bien non, comme on le voit aujourd'hui dans la bande de Gaza ou qu'on le voit en Ukraine, la guerre reste la même. Elle est violente, elle est sale. Vous verrez le regard de votre assaillant, vous sentirez son souffle quand vous serez au corps à corps. La guerre n'a rien de digne, rien d'honorable. Et c'était surtout ça dont je voulais parler. Je n'ai pas voulu parler spécialement de la guerre d'hiver, mais il se trouve que tout ce que j'avais envie de partager avec vous se trouvait dans cette guerre. Et c'est pour ça qu'elle a attiré mon attention, mais que surtout les personnages, les soldats et les lotas qui ont participé à cette guerre, c'est surtout ça qui m'a intéressé en fin de compte. Ça marche. Okay. Bonjour. Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous avez créé vos personnages. Créé vos personnages, comment est-ce que vous les avez visualisés et pourquoi? Dans quel contexte? Alors en fait, pour la première fois, je n'ai pas eu à créer de personnages. Quand j'écris des romans policiers, il faut que je les invente. Alors généralement, je cherche des personnages qui vont devoir se sublimer ou être différents de ce qu'on pense d'eux. Regardez. Si jamais, comme héros, je choisis une sorte de chevalier blanc qui fait toujours la bonne chose, qui a toujours la bonne parole, alors c'est un héros qui est profondément ennuyeux parce que c'est presque dans sa fiche emploi d'être parfait. Donc ça, ce héros ne m'intéresse pas et je ne vais pas le créer. Si je veux créer un vilain, si je veux créer un assassin en série et que je vous le décris en train de décapiter des gens ou de faire des choses affreuses, eh bien en fait c'est aussi dans sa fiche emploi. Il est un salaud et donc il fait des choses de salaud ou de monstre. Par contre, si je vous parle d'un assassin, mais que je vous le présente d'abord le matin, à réveiller ses enfants, à leur faire le petit déjeuner, à les amener à l'école et à chantonner sur le trajet dans la voiture, là, il est super inquiétant, parce qu'il fait des choses qui nous ressemblent. Il est presque comme nous, il est semblable. Et là, il me fait peur, parce que, justement, je vais prendre à revers. Mais là, pour le coup, j'ai eu besoin d'inventer personne, parce que tous les personnages dont je vous parle dans les guerriers de l'hiver ont existé, et ils se sont sublimés. Par exemple, Simo Aira était un simple fermier, et il vivait en adéquation parfaite avec la nature, en harmonie avec les saisons. Il chassait les ours et les loups qui attaquaient son bétail. Et puis un jour, on lui a dit que les Russes allaient envahir son pays. Et il est devenu la mort blanche. Il va en tuer 542 au fusil et le double à la mitraillette. Alors que c'était un garçon profondément gentil, de bonne compagnie. On disait même qu'il avait un peu d'humour. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir que ce personnage, que rien ne prévoyait devenir la mort blanche ou devenir le sniper le plus dangereux de l'histoire, eh bien, l'histoire va l'amener justement à se sublimer. En fin de compte, je crée mes héros de manière à ce qu'ils se subliment, et quand j'ai découvert la guerre d'hiver, j'ai remarqué que les héros qui sont à travers ces pages-là, je ne les aurais pas inventés différemment. Même peut-être, j'en aurais fait un peu moins. Parce que Simo Aira, quand même, il réussit à tirer là où l'œil ne voit pas, il réussit des tirs de 490 mètres, alors qu'aujourd'hui, les plus grands snipers n'arrivent pas à expliquer comment il a fait, sans lunettes de visée. Il réussissait à rester 4 heures, 5 heures, 6 heures dans la neige, immobile, par moins 50 degrés, alors qu'en une demi-heure, si vous arrêtez de marcher dans la neige, vous mourrez. Donc ce personnage incroyable, j'en aurais peut-être fait un peu moins. Et puis mon Dieu, il va mourir 4 fois, il va ressusciter 5 fois, c'est presque impossible. Donc je n'ai pas eu à les inventer, et si j'avais eu à les inventer, ces personnages, j'en aurais même fait un peu moins, tellement ils sont incroyables. Tellement incroyables que j'ai dû écrire à la fin du roman que tout ce que vous avez lu ou tout ce que vous allez lire est parfaitement vrai. Sinon, personne n'y aurait jamais cru. Personne n'aurait cru à l'horreur du Maroc, à Arne Juutilainen, qui s'amuse à empaler des Russes autour de sa tente pour faire une sorte de décoration un peu morbide. Personne n'aurait cru à la plupart des actes de bravoure et d'héroïsme qui sont dans ce roman, si je n'avais pas écrit à la fin que tout est vrai.
Donc j'imagine que j'ai trop répondu à votre question et que je l'ai bien dépassé, j'en suis désolé. Je me perds souvent dans ce que je raconte, j'ai un esprit en escalier. Donc voilà, vous me demandez comment j'ai créé mes personnages. Pour la première fois, je n'ai pas eu à les créer. Et c'est bien heureux parce que si j'avais eu à les créer, je les aurais créés moins forts, moins incroyables. Voilà. C'est une question pour vous et votre auditrice. Que pensez-vous de la couverture? Comment vous en êtes venu à choisir celle-ci, plus qu'autre chose? Alors pour information, mon éditrice n'avait pas du tout été prévenue qu'elle serait à la table. Elle m'a dit « Oh, c'est un piège, je vais devoir répondre à des questions. » Ça va, c'est la zone de confort. Justement, c'est assez intéressant. La couverture. La première idée, c'est que nous allions parler d'une guerre. Nous allons parler de soldats, nous allions parler de violence. Et on n'a pas pensé intéressant de traduire cette violence, de traduire cette guerre à travers la couverture en elle-même. On a voulu que vous puissiez imaginer que dans cette forêt, où l'on ne distingue rien, sont cachés des soldats. Imaginez que dans cette forêt va se dérouler l'indicible, va se dérouler l'horreur. Et imaginez que tous les matins, la neige allait recouvrir toutes les horreurs de la journée. C'est ce que se disent les soldats. À la fin de la journée, la terre est labourée, elle est retournée, il n'y a plus de neige, il y a de la terre, il y a du sang, il y a des morceaux d'arbres, il y a de la sueur. Et la nuit, la neige recouvre tout ça, et le lendemain, quand les soldats se lèvent, eh bien c'est un nouveau chapitre. Et on va recommencer les mêmes boucheries, les mêmes violences. On va à nouveau tacher la neige de sang, et le lendemain, la neige aura encore tout recouvert, comme si cette guerre n'existait pas, comme si cette guerre était cachée. Et le parallèle entre une guerre oubliée et une guerre qui tous les matins s'efface nous a semblé évident, et donc c'est pour ça qu'un tiers de la page est faite de neige. Et le reste, cette nuit, bien le reste, c'est à vous de l'inventer, c'est à vous de le lire, c'est à vous d'être votre propre réalisateur ou réalisatrice, parce que si nous avons toutes et tous aujourd'hui ce livre entre les mains, Les Guerriers de l'Hiver, comme nous devons réaliser le livre, c'est-à-dire imaginer ce que je vous raconte avec les mots, mais avec votre propre banque d'images personnelles, ça fait qu'en fin de compte, ce livre vous appartient. Et que chacun des Guerriers de l'Hiver est différent, puisque quand je parle d'une maison, vous imaginez vous-même une maison que vous connaissez. Quand je vous parle de la neige, vous imaginez vous-même un jour où vous avez marché sur la neige. Mais chacun et chacune, vous avez vos images différentes. Et donc, chacun et chacune, vous avez un roman différent, parce que vous l'avez réalisé différemment. Et c'est pour ça qu'on a voulu en montrer peu sur la couverture, pour que l'imagination ait toute sa place. Elsa ? Il y a aussi un travail sur le repositionnement d'auteur d'Olivier Norek, qui est un auteur de romans policiers. Donc, si vous regardez ces couvertures de ses romans précédents, que ce soit Les Brumes de Kaplan, Surface, Impact, il y a un titre auteur qui est très très proéminent, etc. Donc, avec des codes beaucoup plus marketing, des choses beaucoup plus visuelles, directes, etc. Et donc, comme on a décidé avec Olivier de présenter cet ouvrage en rentrée littéraire, parce qu'il avait toutes les qualités, il a fallu aussi choisir une typo, une titraille beaucoup plus sobre, avec des choses beaucoup plus élégantes, on va dire. Et il y a, juste dans l'édition en général, donc moi je travaille avec Olivier, on dit que dans une couverture, en fait c'est dans les cours de marketing, dans le commerce du livre, il faut qu'il y ait un antagonisme entre le titre et le visuel. C'est-à-dire que si le visuel est très clair, il faut que le titre soit confus pour que ça interpelle, qu'on se dise qu'est-ce que ça veut dire. Il faut que le visuel éclaire le sens du titre. Et quand le titre est assez clair, il faut que le visuel, en fait, le soit pas. Là, pour le coup, ce qui marche dans l'antagonisme, c'est qu'il y a quelque chose de très tonique avec les guerriers de l'hiver, et quelque chose qui fait appel aux armes, au sang, à la violence, et un paysage paisible. C'est pour ça que, à mon sens, elle fonctionne. Alors, je me fais l'intermédiaire entre les élèves qui sont à distance pour poser deux questions. La première, c'est celle de Manon. Je vais commencer par celle-ci, du lycée Jean Cassaigne. Comment savez-vous que votre livre est terminé ? Alors, à nouveau, il y a une grande différence entre ce livre et tout le reste de mes romans.
Je comprends. Pour tout le reste de mes romans, je termine le livre une fois que l'intrigue est terminée, une fois qu'on a trouvé l'assassin et une fois que tous les fils des personnages ont été tirés jusqu'au bout. Je n'ai pas de premier rôle et de second ou troisième rôle. Même les seconds personnages sont traités avec autant d'amour, d'affection et d'intérêt que le premier rôle. Donc il faut que toute leur ligne de vie soit terminée et qu'une fois qu'on ait refermé le roman, on ait toutes les réponses. Ce qui est intéressant dans Les Guerriers de l'Hiver, c'est que je ne suis pas maître ni de mes personnages et encore moins de l'histoire. Cette histoire se termine au dernier jour de la guerre, uniquement parce que je n'ai voulu raconter rien d'autre que ça. Je n'ai pas voulu raconter l'avant, je n'ai pas voulu raconter l'après, et donc c'était assez simple en fin de compte d'avoir quelque chose qui se bouclait. Le roman, oui, effectivement, il y a une introduction à cette guerre pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe, mais au dernier jour se trouve la dernière page. Et c'est comme ça que j'ai voulu l'inventer et voulu l'écrire. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, je fais la suite aussi, je dis n'importe quoi, mon Dieu, c'est terrible. C'est pas moi qui écris mes romans, évidemment, j'ai une aide. Non, effectivement, il y a quelques chapitres avant et un chapitre après, mais ça n'est pas le cœur du roman. Vraiment, ce roman, il s'entend et il se comprend dans ces 113 jours de guerre et uniquement dans ces 113 jours de guerre. Au début, c'est pour vous dire bonjour et vous raconter l'histoire, et à la fin, c'est aussi pour dire au revoir à Simoéa, parce qu'on ne pouvait évidemment pas l'abandonner dans l'état où on le laissait au 105e jour pour lui, parce qu'il n'a pas fait les 8 derniers jours. Alors, ma deuxième question vient de Roumanie. C'est Alexandra qui la pose. La façon dont vous explorez les thèmes de la résilience et du sacrifice est impressionnante. Quel message espérez-vous transmettre en les mettant au cœur de l'histoire ? C'est pas tant une notion de sacrifice. Bonjour Alexandra, et merci de votre question. C'est pas tant une histoire de sacrifice, évidemment, il est au centre de tout, ce sacrifice. Mais c'est surtout, il vient d'où ce sacrifice ? Il vient de la cause juste. La cause juste, c'est ce qui va rendre cette armée finlandaise invincible, presque indestructible. C'est ce qui fait qu'une nation de 171 millions de personnes, la Russie, va s'attaquer à un État infinitésimal de 3 millions de personnes, et pourtant ne va pas y arriver. Pendant 113 jours, ils ne réussiront pas à rentrer plus de 5 km dans la Finlande. Et pourquoi ? Justement à cause de cette cause juste. Les Russes se battent parce qu'ils ont reçu un ordre. Et mon Dieu, un ordre, c'est pas grand-chose. Les Finlandais se battent pour une cause juste. Ils défendent leur maison, leur ferme, leur terre, leur nation et ce qu'ils aiment. C'est ça qui les rend invincibles. Aujourd'hui, on peut faire un parallèle avec l'Ukraine. Personne n'aurait pensé que cette guerre allait durer maintenant presque 3 ans. Et ils se sont battus, avec le soutien de l'Europe évidemment, mais ils se sont battus et ils ont été invincibles parce qu'ils ont une cause juste. En tout cas, pas invincibles, mais toujours pas vaincus. Parce qu'ils ont une cause juste, parce qu'eux aussi défendent leur terre, leur nation et ce qu'ils aiment. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la Russie n'a pas réussi à faire 5 km dans la Finlande quand ils ont attaqué un tout petit pays de 3 millions et surtout une toute petite armée de 300 000 soldats. Pourtant, plus tard, quand Hitler va envahir la Russie, Hitler avec 4,5 millions de soldats, on pense que la Russie va évidemment être écrasée, va être battue sans attente. Eh bien non, cette fois-ci, alors que devant la Finlande, la Russie n'y était pas arrivée, devant l'Allemagne, la Russie se bat. Pourquoi ? Parce qu'à son tour, la Russie a une cause juste. On l'attaque sur son propre pays et elle défend sa terre, sa nation et ce qu'elle aime. Maintenant, pour parler du sacrifice, il y a quelque chose qui a fortement inquiété le baron Carl Gustav Mannerheim. Carl Gustav Mannerheim, c'est ce baron avec cette petite moustache de détective privé de Arthur Conan Doyle. Il a 72 ans, il est persuadé qu'il ne connaîtra plus la guerre. Et puis il écrit à sa fille, Sophie, qu'il a envoyée à Paris. Et il lui dit « J'ai 72 ans et j'espérais ne plus avoir à me battre, mais l'histoire commande, et l'histoire me commande d'amener mon pays dans une guerre que l'on va perdre à coup sûr. » Et il n'avait qu'une seule crainte, c'était la désertion. Vous parlez de sacrifice, mais il y a aussi le concept de désertion. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous deviez prendre les armes ? Qu'est-ce que vous feriez, vous, s'il fallait tirer sur l'autre ? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si on vous tirait dessus ? Et donc Mannerheim, le chef de guerre de Finlande, n'avait qu'une seule peur, celle de la désertion. Il s'est dit, au premier coup de feu tiré, évidemment,
que nos soldats et les lotas vont fuir, et c'est bien normal. Qui ne fuirait pas devant une agression semblable? Alors il a une idée, stratégiquement très bonne, merveilleuse même, mais humainement qui va lui coller des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie. Il a décidé que chaque village formerait une unité. C'est-à-dire que, même si ça a l'air de rien dit comme ça, quand vous êtes sur le terrain, quand vous êtes en pleine guerre, quand vous êtes sous une pluie de plomb et de feu, et qu'à votre gauche, il y a votre frère, à votre droite, il y a votre meilleur ami, devant vous, il y a votre voisin, vos cousins, parce que vous venez toutes et tous du même village, alors vous vous battez pour les raisons mêmes qui sont sous vos yeux. Vous avez sous vos yeux les raisons mêmes pour lesquelles vous vous battez. Vous vous battez parce que les gens qui sont autour de vous comptent. Et ce qui est terrible, c'est qu'en pensant ça, Mannerheim s'est dit qu'il allait parier sur une chose, pas sur le courage, ils ont le 6 sous, pas sur la ténacité, la volonté, le fait qu'ils veulent défendre leur pays. Mannerheim a parié sur l'amour. Il a parié et il s'est dit, les hommes et les femmes que je vais envoyer dans cette guerre, dans cette boucherie, s'aimeront tellement qu'ils refuseront de déserter. Ils s'aimeront tellement qu'ils accepteront le combat et qu'ils accepteront le risque de mourir. Parce qu'à la guerre, le plus effrayant, ça n'est pas de mourir soi-même, mais c'est de voir mourir les gens qu'on aime. Et donc, pour rentrer en guerre, Mannerheim a parié sur l'amour. C'est pour ça que, jusqu'à la fin de sa vie, il en a fait des cauchemars. Parce que oui, si stratégiquement c'est intelligent, humainement, il sait qu'il a tiré sur une ficelle qui est dramatique. Il a parié sur l'amour. Voilà. Bonjour. Oula, pardon. Je voulais vous demander quelle était la partie la plus difficile à écrire. Ce qui a été difficile à écrire, c'est pas une partie, c'est dans la totalité du roman. Parce que soyons honnêtes, et vous l'avez remarqué dès les premières pages, c'est l'histoire de types au prénom imprononçable, habillés en blanc, qui tirent sur des types au prénom imprononçable, habillés en blanc, tous les jours, tout le temps la même chose, et le tout dans la neige. Donc au bout d'un moment, la crainte de la répétition est apparue assez rapidement, et je n'ai eu qu'une seule peur, c'est la lassitude de la lecture. C'est à ce moment qu'il a fallu que je me dise qu'il fallait que je fasse un peu plus confiance en ma plume, un peu plus confiance en ma manière d'écrire, et je me suis autorisé le courage d'aller un peu plus loin dans mon écriture. Dans mes romans policiers, c'est un peu plus simple. Il y a d'abord un meurtre. Alors après, évidemment, il y a l'identité judiciaire qui arrive. Puis après, on fait un petit peu d'ADN, un petit peu d'écoute téléphonique. On a 2-3 témoins, on a 2-3 suspects. On commence à faire un tableau criminel. Puis après, on a les retours des résultats de l'ADN, des écoutes téléphoniques. Tout ça, il y a comme une rambarde de sécurité quand on écrit un roman policier. Et à chaque chapitre, à chaque nouvelle information, nouvelle preuve ou nouvelle audition de témoins ou de suspects, eh bien, on avance. Et chaque chapitre est complètement différent. Là, chaque chapitre était les mêmes. C'est des gens qui n'ont pas envie d'être là, du côté russe ou du côté finlandais, qui vont se tirer dessus à longueur de journée, et le lendemain, la neige va tout recouvrir de blanc, et on recommence, et on recommence, et on recommence. C'est ça qui m'a fait le plus peur en fin de compte, c'est est-ce que j'allais tenir sur autant de pages pour raconter tout ce que j'allais raconter, tout en sachant que les journées allaient toutes se ressembler. Donc voilà, ça a été l'écueil le plus intimidant au départ de ce roman. On va écouter une question du lycée de Tananarive qui va normalement nous poser la question en direct. On va les entendre. Je me demande si on nous entend. Est-ce que vous nous entendez? Parfaitement. Bonjour, je suis Yann, élève de terminale HLP au lycée français de Tananarive. J'aimerais demander quelle responsabilité par rapport à la réalité historique écrire un roman de guerre nécessite-t-il? Et comment créez-vous un équilibre entre la part romanesque de votre œuvre et la réalité de ce qu'était la guerre d'hiver? C'est quoi la fin? Alors, je crois avoir bien entendu votre question. Elle est en deux parties. Une partie sur la responsabilité de raconter quelque chose qui a existé, donc un roman historique, et l'autre partie entre la différence entre le roman et la vérité. Alors, sur la responsabilité, évidemment, elle est grande, tout simplement parce que cette histoire en Finlande, elle a été écrite 1000 fois. Et des histoires sur Semoaja, il y a encore plus d'histoires qui ont été racontées sur lui. Mais les Finlandais
je vais essayer de ne pas me mettre tout un peuple à dos en une seule phrase, vivent dans un pays un peu complexe. Un pays où il fait moins 20, moins 30, moins 40 une grande partie de l'année. Un pays où il ne fait que 3 ou 4 heures de soleil une grande partie de l'année. Un pays qui est fait de 150 000 lacs, le double de marais, et qui est fait de plaines infinies de granit sur lesquelles on ne peut rien construire. Et c'est un des rares pays où la population a décidé de se plier à la nature et de ne pas faire plier la nature à son propre confort. Donc, c'est une population, c'est un caractère un peu plus difficile, un peu plus fermé. En 3 mois de visite en Finlande et en 3 mois de recherche et de documentation, on a répondu 3 fois à mon bonjour. Alors, ce n'est pas un manque de politesse, hein. C'est juste qu'on n'est pas aux États-Unis où tout est amazing en 10 secondes. Non, là, ça prend un peu plus de temps d'avoir des amitiés. Et les amitiés que j'ai créées en Finlande sont des gens encore avec qui j'échange. C'est quelque chose que je peux considérer comme vrai, comme inscrit dans la longueur. Mais ce qu'ils n'ont pas écrit, et ça explique pourquoi ils n'ont pas écrit ce roman comme il est écrit là. Puisque Les Guerriers de l'hiver, il est écrit à hauteur d'homme, à hauteur de cœur, à hauteur d'émotion. Et les franco-finlandais qui ont lu le livre m'ont toutes et tous dit qu'ils n'ont jamais entendu cette histoire de cette manière-là. Ils savent qu'il y a eu la guerre d'hiver, évidemment, cette guerre est fondatrice de leur nation. Ils savent les stratégies, ils savent les dates, ils savent les mouvements de troupes, mais ils ignorent de leurs parents, de leurs grands-parents, ce que ça a provoqué à l'intérieur de leur cœur, ce que ça a provoqué en émotions, en sentiments, parce que justement, ce partage des émotions n'est pas quelque chose d'immédiat pour les Finlandais. Donc il y avait une grande responsabilité pour moi, petit Français, d'écrire l'histoire fondatrice de la Finlande. Je ne pouvais pas me tromper, je ne pouvais pas inventer, je ne pouvais pas caricaturer. Il fallait que je raconte l'histoire exactement comme elle était, sinon ce livre serait très mal accueilli en Finlande. Et un des buts que nous avons avec Elsa, c'est à la fois de le présenter aux lecteurs et aux lectrices français, mais aussi de lui offrir un voyage finlandais. Et on a beaucoup de chance puisque le livre va être traduit. Il va sortir en août en Finlande et nous avons été invités par la Finlande pour 10 jours de promotion pour aller présenter ce livre justement aux Finlandais. Une histoire, une anecdote, je suis fan des anecdotes, j'en ai pas fait encore assez. Une anecdote, on est à l'ambassade française où nous avons été invités pour une grande soirée autour du livre. Finlande. Et oui, ambassade finlandaise en France où nous avons été invités pour présenter le livre. Et un homme vient me voir après pendant la dédicace, il fait 2 mètres, c'est un géant, un grand blond avec des yeux bleu glacier. Il ouvre le livre, il pointe son doigt sur une photo, celle de Toivo, le meilleur ami de Simo, dont la mort va rendre notre Simo complètement fou et va le faire tomber dans le gouffre. Simo et Toivo ont une amitié qui fait écrire à Simo « Les moments qui me séparent de Toivo sont insoutenables ». Voilà la force de leur amitié. Et ce géant pointe son doigt sur Toivo Varis, sur Toivo, et me dit « Ça, c'est mon grand-père ». Et je l'ignorais parce que je lisais votre livre et j'ai vu arriver un personnage, Toivo. Et puis j'ai vu après qu'on l'appelait Toivo Varis. Et c'est le nom de mon grand-père. Alors j'ai montré la photo à ma mère et ma mère m'a dit « Bah oui, c'est ton grand-père ». Donc, il savait que son grand-père avait participé à la guerre de Finlande. Mais il ignorait absolument qu'il était le meilleur ami de la légende Simoéha, qu'il était le meilleur ami de la mort blanche. Il ignorait que la mort de son grand-père avait rendu fou Simoéha. Il ignorait tout ça parce que non, on ne raconte pas ça. On ne raconte pas ça dans les foyers de Finlande. On parle de la guerre, on parle des stratégies, on parle des dates, mais du cœur, de l'humain, des sentiments et des émotions, on n'en parle pas ou on en parle peu. Donc elle est énorme, la responsabilité. La responsabilité, c'est de leur montrer leur propre guerre, mais à travers mes émotions. Émotions que je n'ai pas inventées, émotions que j'ai reconstituées par rapport aux témoignages que je suis allé rechercher partout en Finlande, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pendant 3 mois, par moins 40 degrés, que ce soit en Laponie, dans les forêts glacées, ou à Helsinki, ou à Turku, ou justement à la frontière de la Russie. Je suis allé chercher ces informations, et parce que j'étais en possession de ces informations qui n'étaient même pas dans les archives d'Helsinki, alors je devenais responsable. Et parce que je devenais responsable, évidemment, le poids était encore plus fort, et donc cette responsabilité m'a accompagné pendant toute l'écriture. La deuxième question, c'est la différence entre le roman et la vérité. Eh bien là aussi, j'ai fait assez peu de concessions. La plupart des dialogues sont issus de témoignages.
tous les faits que vous allez lire, donc les affrontements, le courage, la bravoure, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai inventé aucune respiration, aucune virgule. Il y a même des moments où j'aurais préféré que les choses se passent différemment, parce que moi j'aimais beaucoup Toivo, mais j'aimais beaucoup aussi Hugo, et j'aurais bien aimé que leur ligne de vie soit plus grande, mais je ne pouvais pas toucher à ça. Un des exemples de respect de l'histoire qui m'a accompagné pendant toute l'écriture, c'est que Simo était un taiseux, quelqu'un qui parlait peu. Alors il était de bonne compagnie, il était sympathique, toujours prêt à rendre service, mais il parlait peu. On disait qu'il avait un peu d'humour, mais on l'entendait très peu, et certains ne connaissaient même pas le son de sa voix. Qui, moi, je suis, pour commencer à faire des dialogues avec un homme qui, lui, avait décidé de ne pas en faire, qui avait décidé de ne pas parler. C'est pour ça que dans ce roman, par respect pour l'histoire et par respect pour les personnages, Simo ne parle jamais. Enfin, jamais. Une fois, pour parler de son arme, ça c'est quand il donne l'enseignement à Erio pour qu'il devienne un sniper, mais là, il ne parle pas de lui, il parle de son arme. Et la deuxième fois, c'est quand une journaliste allemande vient le voir et veut le faire parler de la guerre. Mais Simo, si, en temps de paix, il était taiseux, après la guerre, il n'avait pas du tout envie d'en parler. Et quand la journaliste le tanne et le tanne encore et qu'il accepte cette entrevue, il s'en veut déjà quand elle arrive chez lui. Et elle va lui demander « Qu'est-ce que vous avez ressenti en premier quand vous avez tué un Russe ?» Et il va répondre « Le recul de mon arme ». Bon, on aurait attendu à ce qu'il soit un peu plus disert, on aurait attendu à ce qu'il explique un peu plus les émotions. Non, il a juste dit le recul de mon arme, parce qu'à nouveau, même des années après, Simo ne voulait pas en parler. Et parce que Simo ne veut pas parler, parce que Simo est quelqu'un de secret, quelqu'un d'intime, alors j'ai respecté cette décision, et donc Simo ne parle pas du livre en entier. Ça aurait été plus facile, je vous avoue, pour un auteur quand même de le faire parler et de lui montrer un petit peu, de vous montrer un peu les émotions. Et donc j'ai décidé que vous ne saurez de Simo que ce que les gens en pensent. Et donc c'est que pense le général de Simo, que pensent ses amis de Simo, que pense l'ennemi de Simo. Mais de Simo, nous ne saurons rien et nous ne connaîtrons pas ce qu'il y a dans son cœur. Voilà pour la différence entre moi et vérité. Je crois que j'ai fait le tour de vos deux questions, Alexandra. Merci beaucoup. Bonjour Olivier Norek. Au nom du lycée Saint-Félix-la-Salle, nous aimerions savoir si vous préférez la littérature polar ou bien blanche. Je ne pense pas qu'il existe différentes littératures et différentes appréciations de la littérature. Alors, des professeurs d'histoire aimeront lire de l'histoire, des flics aimeront lire des romans policiers, ou peut-être pas. Vous avez peut-être déjà les styles de littérature que vous aimez, la romance, la fantasy, la science-fiction. Moi, je pense qu'il n'existe pas de belle littérature ou de belle écriture. Je pense qu'il n'existe que des actes d'écriture. Je pense qu'il n'y a pas d'amour, il y a des actes d'amour. Il n'y a pas de grande littérature, il y a des actes d'écriture. Et si cet acte d'écriture se retrouve dans la romance, alors la romance devient grande littérature. Si cet acte d'écriture se trouve dans la fantaisie ou dans la science-fiction, alors la fantaisie et la science-fiction deviennent grande littérature. Et si c'est dans le roman policier, alors le roman policier devient grande littérature. Mais regardez un peu. Laclos, Flaubert, Maupassant, aujourd'hui seraient qualifiés comme auteurs de romances. Barjavel, Jules Verne, aujourd'hui ce seraient des auteurs de SF et de fantastique. Conan Doyle, Agatha Christie, Simenon, Dantec, Sandrine Colette, ce sont des auteurs de polar. Je viens de vous citer des grands monstres de littérature et pourtant, ils sont tous classés dans ce qu'on appelle le mauvais genre, le genre qui n'est pas la fameuse grande littérature blanche. Je ne crois pas en la littérature blanche ni en d'autres styles d'écriture, je crois aux actes d'écriture et je crois uniquement en la plume de ceux et celles qui les font vivre. Mon Dieu, ça veut dire. Bonjour. En regardant un peu les œuvres que vous avez faites, on a vu que vous aviez fait quelques films. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que vous comptez adapter Les Guerriers de l'Hiver en film ? Alors, oui, il y a beaucoup d'adaptations qui sont prévues et qui sont en cours de mes romans. Et pour Les Guerriers de l'Hiver, il va falloir que je fasse attention à ce que je dis. Est-ce que c'est filmé et enregistré ? Ok, donc on va en dire un peu moins. Pour Les Guerriers de l'Hiver, un grand producteur avec lequel nous avons signé se rapproche de studios américains pour faire ce qui s'appelle une joint venture, une aventure commune entre la France et les États-Unis autour des Guerriers de l'Hiver, pour faire un grand film, à la fois un film de guerre, un film d'action, mais surtout réussir, à respecter ce qu'il y a dans le livre. C'est pas un livre de guerre, c'est un livre pacifiste.
C'est pas un livre où il n'y a qu'une succession d'actes de violence et d'actes de bravoure. C'est un livre d'introspection. C'est un livre de fraternité. C'est un livre de courage, d'obstination, de ténacité. C'est ça le défi qui va être lancé aux réalisateurs, aux producteurs et aux scénaristes qui vont s'attaquer au chantier des Guerriers de l'Hiver. Mais voilà, pour vous dire la vérité, on a signé il y a quelques jours avec ce grand studio et nous en sommes assez fiers. Malheureusement, les projets de télé et de cinéma sont des projets très 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 longs. Très cher. Vous avez vu que si vous êtes producteur, vous comprenez que chaque page coûte $1 million, évidemment. Quand il y a le passage de l'agression de la Finlande par le golfe glacé de Finlande et que les Russes balancent 50 000 chars, 150 000 soldats, 75 000 chevaux, vous imaginez que la minute coûte cher. Donc tout ça va prendre beaucoup de temps et on est en 2024, encore pour quelques jours. Si jamais ça sort en 2026 ou en 2027, ce sera déjà très très accéléré. Donc oui, c'est en cours. C'est en cours avec un magnifique équipage. C'est en cours avec beaucoup de bonne volonté, mais ce genre de projets prennent terriblement de temps. Alors je reprends le micro pour des questions. Une question de Mara en Roumanie qui demande en écrivant Les Guerriers de l'Hiver, y a-t-il un moment ou une scène qui vous a particulièrement marqué en tant qu'écrivain, j'imagine, dans l'écriture, et pourquoi? Et voilà Mara qui est là. Bonjour Mara, et merci de votre question. Oui, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué. En fait, il y a 3 choses. Peut-être que vous partagez avec moi aussi l'esprit en escalier. Vous dites quelque chose, vous pensez à quelque chose, vous passez à autre chose et vous oubliez le début. Donc c'est pour ça que je note souvent. Oui, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans l'écriture de ce roman et qui m'ont fait dire que je n'avais pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout de cette écriture. La première, c'est le fait d'être témoin d'une guerre qui a été effacée des manuels scolaires et effacée de l'histoire, en tout cas dans notre pays. Ce qui est terrible, c'est que la Finlande accepte de partir dans ce conflit qu'elle sait déjà perdu d'avance. Et il y aura 70 000 enfants de Finlande, hommes et femmes, filles et garçons, qui vont être sacrifiés pendant cette guerre. 70 000 enfants de Finlande qui vont mourir à cause de l'agression russe. Pendant cette guerre, il y avait un témoin très attentif, Hitler. Hitler parce qu'il savait qu'un jour ou l'autre, l'Allemagne et la Russie allaient s'affronter. Et alors qu'un an plus tard, après la guerre d'hiver, il se retrouve au niveau de l'Angleterre, qu'il pense qu'il va faire mettre un genou à terre à l'Angleterre, il lui reste 4,5 millions de soldats. Et parce qu'il voit que l'Angleterre lui semble fragile, il décide d'envoyer ses 4,5 millions de soldats sur la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il a vu, grâce à la Finlande, que la Russie était un colosse au pied d'argile. Il a vu que, face à la Finlande, c'est la Russie qui était faible. Alors qu'ils ont 171 millions de citoyens et que la Finlande n'est faite que de 3 millions de personnes. Et donc, quand Hitler voit la fragilité potentielle de la Russie, il se dit « je vais agir sur 2 fronts. Je vais continuer sur l'Europe avec la Grande-Bretagne, mais je vais aussi envoyer 4,5 millions de soldats sur la Russie. » C'est l'opération Barbarossa, et c'est le début de la fin de la guerre pour Hitler, parce que justement, la Russie va s'élever, et la Russie va perdre 26 millions ou 28 millions de ses propres soldats. Donc la Russie va se défendre jusqu'au bout. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, sans le sacrifice de ces 70 000 enfants de Finlande, personne ne sait ce qui serait passé. Peut-être qu'Hitler aurait laissé ses 4,5 millions de soldats vers la Grande-Bretagne et que la guerre aurait eu une toute autre conclusion. La seule chose dont on est sûr, c'est que sans le sacrifice de ces 70 000 enfants de Finlande, la France, l'Europe, le monde entier serait différent. Nos coutumes, nos habitudes, notre langue peut-être. Et c'est à ces 70 000 enfants de soldats, 70 000 enfants de Finlande qu'on le doit. Et pourtant, cette guerre, c'est notre histoire. Et cette guerre, elle a quand même été effacée des manuels scolaires. Donc c'est cette blessure, c'est cette injustice qui m'a fait comprendre que j'irais jusqu'au bout de ce roman. Il y a autre chose, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est l'attitude de la France par rapport à cette guerre. Alors que le baron Karl Gustav Mannerheim avait décidé, 3 semaines avant la fin de la guerre que nous connaissons, avait décidé de mettre un genou à terre et d'accepter les termes de Staline. Il reçoit un appel de la France et la France lui dit « Tenez bon, nous vous envoyons 100 000 soldats ». Mais tout ça était un mensonge.
Les 5000 soldats n'étaient jamais prévus pour arriver jusqu'en Finlande. C'était juste une excuse pour avoir l'autorisation de passer par la Suède et la Norvège pour mettre la main sur les minerais de fer qui étaient utiles au Troisième Reich pour construire l'Allemagne nazie. Et donc, les Finlandais ont cru en cette promesse, ont cru qu'ils allaient recevoir 100 000 soldats. Et donc, ils ont décidé de se battre 3 semaines de plus, qui vont être les 3 semaines les plus violentes, les plus meurtrières, à cause d'une promesse de la France et de l'Angleterre de les soutenir, alors que cette promesse était vouée à ne jamais être respectée. Nous avons une part de responsabilité, enfin, il y a longtemps, mais nous avons eu une part de responsabilité dans ce conflit. Nous sommes à l'origine, à cause de notre promesse et de la promesse des Anglais, de 3 semaines de guerre en plus. Nous sommes à l'origine de ces 3 semaines les plus violentes, les plus difficiles. Et le troisième point, il est plutôt personnel. Alors que pour la première fois de ma vie, j'écris un roman qui se passe hors de France, un roman qui ne parle pas de problèmes de société française, de politique française, un roman qui n'est pas un roman policier, alors que je vais jusqu'au bout du monde, enfin ça va, c'est la Finlande, mais alors que je vais vraiment loin de France pour trouver une autre histoire, eh bien je découvre que Arne Juutilainen dit l'horreur du Maroc, le personnage le plus antipathique de tout le roman, un profond psychopathe. Eh bien je découvre que cet homme a fait la Légion pendant 5 ans, dans l'Oural, et que mon grand-père était aussi au même endroit pendant ces 5 années, dans l'Oural. Et donc, alors que je visitais les greniers des Finlandais pour réussir à trouver des traces et des indices de cette guerre qui a été oubliée, ou de cette guerre qui n'est pas encore dans les archives d'Helsinki, eh bien, je demandais à mon père d'aller dans notre propre grenier pour voir si on n'avait pas des traces de mon grand-père avec Arne Juutilainen. Et je reçois un jour en photo sur mon téléphone une photo où l'on voit un régiment complet, avec d'un côté Arne Juutilainen et de l'autre côté mon grand-père. C'est-à-dire que je suis allé au bout... Oui, alors on fera le point après avec mon père. Au Maroc. Merci, pas toujours avoir son papa et sa maman avec soi, ne l'oubliez jamais. Et voilà, donc de se dire que je suis allé, que même en allant au bout du monde et que même en changeant toutes mes habitudes, eh bien j'ai quand même réussi à retrouver de mes origines, de mon sang dans l'histoire, parce que, et vous le constaterez, nous ne sommes, la planète entière n'est que le fruit de mouvements de population, de migration, de déplacement, et on trouvera toujours une petite trace de son histoire, quel que soit le pays. Moi, j'en ai trouvé une en Finlande, par moins 40 degrés, alors que je ne m'y attendais absolument pas. Voilà les 3 raisons qui répondent à ta question, que j'ai déjà oubliée, mais je te remercie de l'avoir posée, je suis désolé. Bonjour Olivier, donc j'avais une question à vous poser. Depuis quand aimez-vous écrire et qu'est-ce que cela vous apporte d'écrire des romans ? J'écris depuis assez peu de temps, j'écris depuis 13 ans. J'ai participé à un concours de nouvelles. Si vous écrivez vous-même et si vous aimez écrire, je vous invite à le faire. C'est une manière pas trop douloureuse de montrer son travail à d'autres et d'en avoir des commentaires et des critiques. Donc, moi, j'étais pas vraiment fait pour écrire. Hein. J'ai eu 5 sur 20 au bac français. Et j'étais pas bon en histoire, donc j'étais pas non plus fait pour écrire un roman d'histoire. Ce que je veux vous dire, c'est que l'enseignement, aussi bon soit-il, vous considère comme un seul et même élève, puisqu'il y a un seul et même programme, une seule et même manière de vous éduquer quelque chose, alors que vous êtes toutes et tous différents. Donc obligatoirement, parce que vous êtes toutes et tous différents, il va y avoir certains et certaines d'entre vous qui vont passer à travers les mailles, certains et certaines d'entre vous qu'on ne va pas comprendre. Et je pense que mes professeurs de français à l'époque ne comprenaient pas que j'allais être un auteur, ça c'est sûr et certain. Donc ce n'est pas une attaque contre l'enseignement. Je dis juste que parce que l'enseignement est général, et il est obligatoirement général, puisque vous êtes des millions à qui il faut enseigner un cursus, obligatoirement, certains et certaines d'entre vous vont passer entre les mailles du filet, ne vont pas être compris et comprises. Donc ne prenez pas pour argent comptant, à 100%, ce que l'on dit de vous. Il n'y a que vous qui savez de quoi vous êtes capable. Et donc, quand un jour j'ai vu un concours de nouvelles, et malgré le fait qu'on m'ait dit que je n'étais pas fait pour écrire, et malgré mes mauvaises notes à l'école, eh bien, je me suis dit que j'en étais capable. J'ai écrit cette nouvelle. C'était une nouvelle anonyme sur un site qui s'appelle auféminin.com. Bah, je fais ce que je veux déjà. Et donc, quand ils ont reçu ma nouvelle anonyme, ils étaient persuadés, parce qu'elle était sensible, et oui, parce qu'elle était sensible, ils étaient persuadés que j'étais une jeune femme. Et quand je suis arrivé à ce prix, avec les yeux dans les poches, une barbe de 3 jours, parce que j'étais flic et que je sortais d'une affaire compliquée, et qu'ils ont compris que j'étais un homme, eh bien, ils ont été un peu déstabilisés, mais pas tant que ça, puisqu'ils m'ont dit, écoute, si
Parce qu'il y avait dans les membres du jury, il y avait des gens de maisons d'édition. Et m'ont dit, écoute, si tu réussis à raconter ton univers un peu testostérone, ton univers un peu violent, mais avec cette plume sensible qui nous a fait penser que tu étais une jeune femme ou une femme, eh bien peut-être qu'il y aurait quelque chose qui n'est pas encore trop lu, pas encore trop vu, j'ai rien inventé, mais voilà, pas encore trop lu ni encore trop vu, et c'est là que je me suis donc décidé à écrire mon premier roman, Code 93, qui racontait donc les tribulations d'un capitaine de police dans le 93, en police judiciaire, voilà, ce qui me ressemble à peu près. Et puis, la seconde partie de la question, c'était quoi? Comment j'en suis venu à l'écriture? Et puis après? Et qu'est-ce que ça m'apporte d'écrire? Bien, c'est raconter des histoires. On passe notre temps, notre vie à se raconter des histoires. Quand on est petit, on nous les raconte. Puis après, on acquiert une certaine autonomie. On apprend à lire. Donc on choisit ses propres histoires. Et puis après, certaines vont sortir de la matrice et vont inventer ces histoires. Il y a celles qu'on nous lit, celles qu'on choisit de lire, et puis celles qu'on invente. Et là, on devient presque divin. On crée des univers, on crée des personnages, c'est nous qui choisissons pour eux, nous avons droit de vie et de mort sur eux, nous décidons absolument tout. Donc il y a ce plaisir infini d'inventer, de créer des mondes, des personnages, des univers, et de n'avoir aucune limite. Parce qu'il y a peu de choses qui offrent aucune limite. Mais l'écriture en est un bon exemple. Quand, par exemple, vous faites un film ou une série et que vous dites qu'il y a 2 avions qui vont se rentrer dedans et exploser, eh bien, le producteur nous regarde en disant « Ah mon Dieu, on va en avoir pour 5 millions avec 2 avions à faire exploser, avec des effets spéciaux. » Moi, je peux raconter absolument ce que je veux. Ça me coûte un peu d'encre et du papier. Donc on est illimité dans l'imagination et en plus, c'est nous qui avons vraiment toutes les ficelles, comme un marionnettiste, de nos personnages et de nos univers. Donc c'est vraiment une sensation de plénitude assez absolue que de se dire qu'on a le droit de tout écrire, rien ne nous retient, il n'y a aucune limite. Alors il y a une question du lycée Jean Cassaigne de Greta qui... Ah, pardon. Elle pose la question de savoir si vous construisez toute l'intrigue à l'avance, si vous êtes plutôt architecte ou plutôt jardinier. C'est joli. Oui, c'est très très joli. À nouveau, grande différence entre ce roman et ceux d'avant. Là, je n'ai pas eu à écrire l'histoire à l'avance, puisqu'elle était déjà là, puisque tout était déjà, au moins factuellement, dans les livres d'histoire et dans les témoignages que j'ai récupérés en Finlande. La seule chose que j'ai apportée, c'est ma plume, un petit peu de poésie, une manière d'écrire, un petit peu de lyrisme. Tout ce que j'ai apporté, en fin de compte, ça ne ressort pas de l'histoire en elle-même, puisque tout était écrit. Par contre, quand j'écris des romans policiers, et pour répondre à votre question, je suis assez méticuleux. Quand j'étais flic, quand j'étais capitaine de police et qu'on avait des enquêtes avec plusieurs victimes, plusieurs suspects, plusieurs scènes de crime, des témoignages, des recherches scientifiques, comme je vous disais tout à l'heure, l'ADN, la téléphonie et tout ça, eh bien, on mettait tout ça sur un mur. On appelle ça un tableau criminel. De manière à ce que, sur ce mur, on ait les victimes, les scènes de crime, les potentiels suspects, les auditions qui sont en cours, les résultats techniques, scientifiques, et que quand on rentre dans le bureau, on a juste à regarder le tableau pour être au courant d'un seul regard de l'avancée de l'enquête. C'est une manière de ne pas se perdre et de n'oublier aucune piste de l'enquête. Et quand j'ai commencé à écrire mes romans policiers, je n'ai pas fait différemment. Je commence d'abord par trouver des visages, et donc je les punaise sur mon mur. Ensuite, des lieux, des scènes où je vais mettre mes scènes d'action, mes scènes de crime, mes scènes de réflexion, mes scènes de résolution. Et donc je l'affiche aussi sur le mur. Et puis ensuite viennent les chapitres. Et tout ça est collé sur mon mur, ce qui fait que quand vous rentrez chez moi, vous voyez des photos un peu complexes de tout et de rien qui tapissent ce mur-là. C'est un tableau criminel. Et donc quand vous rentrez chez moi, vous pouvez vous dire que soit vous êtes tombé dans l'appartement, vous savez, comme dans les films, de ce flic qui poursuit une enquête alors que c'est hiérarchie lui a interdit, et donc il continue à travailler sur cette enquête, ou dans l'appartement d'un assassin en série, et il est temps de faire demi-tour et de rentrer chez vous. Mais oui, effectivement, je projette
tout ce qui est dans mon cerveau, je le projette contre le mur. Comme ça, une fois que j'ai absolument tous les tenants et les aboutissants de mon histoire, eh bien, je peux me lancer et écrire enfin le premier mot. Mais voilà, je suis plus un architecte qu'un jardinier, si j'ai bien compris la métaphore. Oui, j'ai un besoin méticuleux, j'ai un besoin maladif de savoir exactement là où je vais. Quand on est flic, on dit on ne rentre pas dans une pièce sans savoir exactement comment elle est faite. Donc voilà, là c'est la même chose. Je ne rentre pas dans un roman que j'ai à écrire sans savoir exactement qui sont mes personnages, ce qu'ils vont devenir, quelle est l'enquête, quelle est la résolution. Mais c'est un travail que je n'ai pas eu à faire pour Les Guerriers de l'Hiver parce que justement l'histoire était déjà écrite, mais c'était à moi de l'écrire à ma manière. Bonjour, je m'appelle Anne-Lana, je viens du lycée Au Val-de-Sèvres et je voulais savoir c'est quoi la pire peur pour un écrivain? Alors certains vous diraient la page blanche, certains vous diraient le manque d'inspiration, donc c'est pas tant ça, moi, qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est un peu à cause de vous. C'est-à-dire que à recevoir un prix comme celui-ci, à recevoir vos questions, votre intérêt, dans les messages que je reçois quotidiennement, de l'affection, de l'amour pour mes personnages et pour ce que j'écris, eh bien, on est transporté. On est transporté très, 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 très haut. Et je n'ai qu'une seule peur un jour, c'est d'écrire un livre qui ne trouve pas son public, qui ne vous trouve pas vous, et d'un jour, de n'écrire que pour moi-même. Il y a des auteurs qui disent qu'ils écrivent pour la beauté du geste, pour la beauté de l'acte d'écriture, qui disent qu'ils n'ont pas besoin de lecteurs, qui donc ne sont pas versés dans le partage, dans l'envie de parler ensemble. Eh bien, je ne les envie pas. Je préfère mes nuits blanches, je préfère mes angoisses, je préfère mes doutes, parce qu'ils sont mon moteur, mais aussi, ils sont parfois des freins. Et c'est vrai que j'ai toujours dit chaque livre que j'ai écrit s'est vendu mieux que le précédent. Et j'ai toujours dit à mon éditrice qu'un jour, cette pente-là ne pouvait pas être respectée jusqu'au bout du monde et qu'un jour, j'allais peut-être baisser. Et c'est cette crainte-là que j'ai, c'est de chuter. Et plus on est porté haut, comme je le suis aujourd'hui par vous, plus la chute est haute et plus la chute est violente. Donc je vous remercie, je ne vous remercie pas, les deux en même temps. Mais en tout cas, c'est ma plus grande crainte. La crainte un jour d'écrire un livre inintéressant, de ne pas vous retrouver et de tomber de beaucoup trop haut. Voilà ma crainte essentielle. Bonjour. Bonjour Olivier. Donc ma question est la suivante. Qu'est-ce que le prix Renaudot des lycéens va pouvoir vous apporter pour la suite? Ce que va m'apporter le prix Renaudot des lycéens, c'est bien ça? C'est ça. Comme je le disais tout à l'heure, déjà 400 esprits curieux et aiguisés se sont intéressés à mes romans. Avec ces 400 nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices, nous allons pouvoir partager, nous allons pouvoir parler de ça. Quand je suis en dédicace sur les salons, quand je suis en dédicace en librairie, quand je fais des conférences à travers la France et parfois même en Europe, en Angleterre, en Espagne, en Italie, je constate à chaque fois que mon lectorat est un lectorat qui oscille entre 40 et 60 ans. Et je suis toujours en manque de ces esprits jeunes, aiguisés, curieux, et je suis toujours en manque de votre présence. Là, vous voir aujourd'hui, c'est un vrai bonheur, parce que je me dis que oui, vous existez. Mais c'est vrai que sur les salons, sur les conférences et dans les débats, quand je vois... je devrais peut-être pas te le dire, mais bon, allez. Quand je vois des jeunes personnes passer et qui ont un minimum d'intérêt sur ce que je présente, je leur raconte le contenu du livre. Et quand je vois que financièrement, c'est pas possible pour eux ou qu'ils vont passer à côté, je leur dis attends, celui-là, je te l'offre et je le dédicace. Et donc, à chaque conférence, à chaque débat, à chaque rencontre, à chaque dédicace, je vole un ou deux de mes propres livres pour les offrir aux jeunes personnes qui passent, parce que justement, j'ai cette impression qu'il n'y en a pas assez, j'ai cette impression de trop peu, j'ai cette impression de pouvoir à un moment donné vous rater, vous manquer, et ça je ne le supporte pas. Donc voilà, à chaque fois que quelqu'un de moins de 20 ans présente le moindre intérêt à mes romans, j'en chourins à la librairie et je lui offre en lui disant voilà, vous êtes les lecteurs de demain, donc j'ai besoin de vous. Je pense que je n'ai pas répondu à ta question, mais c'est ce que j'ai trouvé comme réponse.
On va prendre une question de Tananarive. Les micros allumés? Bonsoir, m'entendez-vous? Parfaitement bien. Donc, ma question, c'est, vous utilisez beaucoup de références historiques dans votre roman, vous vous appuyez sur des témoignages, etc. Mais moi, j'aimerais demander quelles sont les références littéraires qui vous ont inspiré pour ce roman. C'est mon premier livre de littérature blanche, donc j'ai voulu faire une révérence à des auteurs que j'aime. J'y reprends une ou deux phrases de Victor Hugo, j'y reprends un poème de Rimbaud qui s'appelle Le Dormeur du Val. D'ailleurs, les 2 premières pages sont une réécriture du Dormeur du Val de Rimbaud. On ne peut pas dire que je sois un érudit. J'ai pas lu beaucoup de livres. Alors oui, évidemment, j'en lis. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à un auteur, par rapport à ceux qui écrivent avec moi, j'ai lu beaucoup moins de livres. Je suis pas un érudit, je suis un bon soldat. Je suis un besogneux, je suis un travailleur. Ce qui fait que c'est pas tant dans la culture, c'est pas tant dans l'érudition que je vais chercher mon travail, mais c'est dans le contact, c'est dans le partage, c'est dans la rencontre. Quand j'ai écrit Dans les brumes de Kaplan, qui est une enquête qui se passe sur une petite île qui s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon et qui est recouverte par un nuage pendant 3 semaines, un nuage brumeux qui fait qu'on ne voit plus rien pendant 3 semaines, j'aurais pu m'intéresser à bien des auteurs qui ont écrit sur le sujet ou qui ont écrit sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais non, moi j'ai voulu y aller. J'ai voulu vivre cet instant. Parce qu'en fin de compte, ma manière d'écrire, c'est d'abord ma manière de ressentir. Je n'écris pas une histoire que je n'ai pas vécue avant. Je vais sur le terrain. J'étais un flic de terrain, je suis devenu un auteur de terrain. Quand j'écris Entre deux mondes, qui est une enquête dans la jungle de Calais, j'ai pas commencé par écrire des bouquins sur les mouvements migratoires en Europe ou d'autres essais ou des livres journalistiques qui auraient pu m'apprendre sur le sujet. Non, j'ai pris mon sac à dos. Je suis allé à Calais, je suis rentré dans la jungle de Calais, j'ai planté ma tente et j'ai vécu avec eux. Parce que j'ai une écriture d'expérience, j'ai une écriture de choses qui se vivent. J'ai besoin de toucher, de goûter, de sentir, j'ai besoin de connaître les textures. Si je veux parler d'un métier, je veux le faire. Si je veux parler d'une personne, il faut que je la rencontre. Et si je veux parler d'un lieu, il faut que j'aille vivre là-bas. Donc c'est pas tant armé d'une forte érudition ou armé d'une culture livresque que je m'attaque à mes romans, mais c'est d'abord en allant vivre ce que je veux écrire. C'est essentiellement ça. Est-ce qu'il y a un personnage auquel vous étiez plus attaché durant votre écriture? Ce serait particulier de vous dire 6 mots, parce que c'est l'évidence. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a un personnage que j'arrive absolument pas à détester. J'ai adoré L'horreur du Maroc. J'ai adoré Arne Juutilainen. J'ai adoré ce psychopathe profond. Parce que s'il y a bien un seul moment dans sa vie où il a été utile, c'est pendant cette guerre. Évidemment, quand une guerre commence, on a moins besoin de poètes que de soldats. On a besoin de ces chiens fous. On a besoin de ces hommes qui sont en harmonie avec le chaos. On a besoin de ces hommes qui connaissent le vocabulaire de la violence. On a besoin de ces hommes pour mener une guerre. Et c'est un peu facile de les utiliser et puis après de les montrer du doigt. Arne Juutilainen, après cette guerre, enfin L'horreur du Maroc, après cette guerre, on a fait une autre, puis une autre. Et puis il a terminé tout seul en maison de retraite, lui qui n'en avait jamais concédé aucune, alcoolique et isolé. Lui, c'est un personnage qui m'a profondément touché parce que si à un moment donné dans sa vie il a été utile, c'était à ce moment. Alors je sais, oui, il empalait des Russes autour de sa tente. Oui, je sais, il était bourré du matin au soir. Oui, je sais, il était violent. Oui, je sais, il avait un sale caractère. Mais oui, évidemment, c'est le plus intéressant quand même, c'est de réussir à trouver un semblant d'humanité, même si ce n'est qu'une étincelle. Et je pense que dans ce roman, il y a plusieurs fois où Arne Juutilainen, même s'il est détestable, montre qu'il peut être sauvable. Et donc c'est pour ça que c'est un de mes personnages préférés. Ah oui, ok, ça marche. Je m'appelle André, je viens du lycée François Rabelais à Chinon. Et vous parlez du fait que vous n'avez pas changé, vous avez changé aucun détail de l'histoire.
et vous l'avez raconté tel quel, ce qui en fait même pas un roman documentaire, donc c'est vraiment génial, et je tenais à vous remercier pour ça. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est si vous aviez une autre figure historique méconnue dont vous voudriez parler. Tu as encore le micro ? Oui. Ouais. Tu fais partie des gens qui m'ont écrit une lettre et je te remercie énormément. Pourquoi tu l'as écrit à la machine à écrire ? Alors, je ne veux pas essayer d'être original ou quoi, mais c'est juste que j'ai une écriture qui pourrait s'apparenter à celle d'un médecin. Je m'en suis douté un peu. En fait, j'étais pas du tout prévu. Je suis pas constitué, je suis pas fait pour écrire des livres d'histoire. Aux grandes dames de mon père, qui a été professeur d'histoire géo, je ne suis pas fait pour écrire des livres d'histoire. Et donc, si je devais écrire à nouveau sur une figure historique, il faudrait d'abord que j'en tombe amoureux. Et pour ça, il faudrait que je lise des livres d'histoire. Et je suis pas sûr que je vais le faire. Ou alors peut-être, j'en ai aucune idée. En fin de compte, mon livre est terminé, j'ai écrit le mot « fin ». C'est maintenant qu'il prend vie, à travers entre vos mains et entre les mains des autres lecteurs et lectrices. Donc pour l'instant, j'en profite un peu. Mes antennes sont déployées, mes radars sont ouverts et je suis prêt à tomber amoureux de la nouvelle histoire qui va prendre 2 ans de ma vie et qui va donc noircir 500 pages. Donc pour l'instant, je ne suis pas à la recherche d'une nouvelle figure historique, je suis juste à la recherche d'une nouvelle histoire d'amour qui va faire que, comme toutes les histoires que j'ai écrites, qui va déménager tous les meubles à l'intérieur de moi et qui va me dire « c'est moi que tu dois écrire, à partir de maintenant, il n'y a plus que moi qui compte ». Et cette histoire, je l'ai pas encore. Elle va venir, hein, c'est promis. Mais je l'ai pas encore. Et si c'est un personnage historique qui me fait rêver, alors ce sera à nouveau un livre d'histoire. Et si c'est l'histoire de la plus infinitésimale et pourtant de la plus importante histoire d'amour, alors ce sera une romance. Et si, comme dans Barjavel ou dans Jules Verne, j'aborde quelque chose de fantastique ou de science-fiction, alors ce sera du fantastique. Pour l'instant, je ne sais absolument pas où je vais. Je sais que j'ai les moyens d'y aller, mais je ne sais pas du tout dans quel train je vais monter. Bonjour Olivier Norek, je m'appelle Nolan, je viens du lycée au Val-de-Sèvres et je voulais vous demander, si nous étions un auditoire complètement inconnu à votre livre, pourquoi devrions-nous le lire ? Parce que l'histoire qui est oubliée est condamnée à se répéter. Parce que l'histoire bégaye. Parce que ce qui se passe aujourd'hui a déjà été écrit plusieurs fois, a déjà été vécu plusieurs fois, hier et avant-hier. Et que, en lisant ce roman, vous aurez peut-être les armes intellectuelles pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes ceux et celles qui vont construire demain. Vous êtes ceux et celles qui vont devoir relever les défis dont nous avons été incapables. Et donc, plus vous savez, plus vous avez d'armes. Et parce que nous sommes sur une planète où il y a actuellement 50 conflits majeurs, alors un conflit majeur, c'est un conflit qui fait plus de 1000 morts. Donc puisque nous sommes sur une planète avec déjà plus de 50 conflits majeurs, qui représentent 50 étincelles qui ne demandent qu'à s'embraser, puisque le monde est entièrement, et tous les pays sont entièrement interconnectés, et que si on attaque un pays, on ne sait pas qui vont être ses alliés, et on ne sait pas la vitesse de l'embrasement, puisque tout ça est si fragile, puisque tout ça est si dangereux, plus vous savez, et plus vous avez des chances de pouvoir à l'avenir éviter ce que nous n'avons pas été capables d'éviter, ce que nos ancêtres n'ont pas été capables d'éviter. Donc pourquoi lire ce livre ? Peut-être parce qu'il va vous donner des armes pour demain. Je suis Inès Rimbaud du lycée du Haut-Val-de-Sèvres et j'aimerais savoir comment décririez-vous votre roman en 3 mots ? C'est dur, hein, pardon. Héroïsme, parce que c'est bien ça dont on parle, c'est le fait de se supprimer grâce à une juste cause. J'ai déjà dépassé, j'ai explosé, j'en suis à 25 mots. Pardon. Oh, pardon, ça va vraiment être une réponse bête parce que vraiment je peux pas répondre. Courage, héroïsme et puis neige. Oh, c'est nul, je suis vraiment désolé, mais ta question a été trop dure aussi. En 3 mots. Comment décrirez-vous votre livre en 3 mots, vous qui avez eu besoin de 500 pages pour les raconter ? Ça ne marche pas. Non, désolé, ma réponse n'était pas bonne et j'en suis vraiment désolé.
Et ça justifie absolument pas des applaudissements, vous êtes vraiment trop gentil avec moi. Bonjour, je m'appelle Ninon, je viens du lycée Bernard Palissy de Saintes et on voulait savoir comment vos recherches sont-elles effectuées et combien de temps ça vous a pris. Comment j'ai effectué mes recherches et combien de temps ça m'a pris? Le livre en tout m'a pris 2 ans et demi, les recherches m'ont pris 3 mois et l'analyse de toute cette documentation m'a pris 1 an. Alors comment j'ai fait? Je suis allé sur le terrain. Je suis allé visiter les églises, les cimetières, les facs, les facs d'histoire. Je suis allé torturer des professeurs d'histoire franco-finlandais pour leur faire traduire des centaines et des centaines de pages de livres qui n'étaient écrits qu'en finnois. Je suis allé dans les maisons des gens, dans leurs greniers. J'ai traversé la Finlande de haut en bas, de gauche à droite, pour aller vraiment trouver toute cette documentation parce qu'en fin de compte, cette guerre n'a que 90 ans. Elle n'est pas encore entièrement dans les archives. Et tous les Finlandais et toutes les Finlandaises ont dans leur grenier ou chez eux une trace de la guerre d'hiver, une photo qui est en train de devenir jaune sépia, un audio qui est en train de s'effacer, des souvenirs qui sont en train aussi de s'effacer. Et c'est ça que je suis allé récupérer. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je n'ai fait que ce que je faisais quand j'étais policier. Un sujet que je ne connaissais pas trop, un peu comme une scène de crime que l'on ne comprend pas. Et donc il va falloir trouver des traces, trouver des indices, trouver des preuves, trouver des témoins, être à l'écoute pour comprendre son sujet. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce livre aurait été totalement différent si j'étais arrivé un jour avant ou un jour après en Finlande. Parce que ce n'est que les rencontres que j'ai faites qui m'ont apporté les éléments qui sont dans ce livre-là. Une anecdote que j'aime bien. J'ai cette information que dans une église à Ruokolahti, j'ai cette information que dans une église, il y a peut-être quelqu'un qui a des informations sur Simoeha. Donc je vais dans cette église, je fais les 300 km, et puis dans cette église, on me présente le responsable des espaces verts en disant non, c'est pas l'église, c'est celui qui s'occupe des espaces verts. Et ce monsieur me dit ah oui, c'est dans une autre église, c'est à 200 km de là. Alors je reprends la voiture, je fais les 200 km, j'arrive dans cette église, et là je découvre que c'est pas cette église, mais que c'est le cimetière d'à côté, un fossoyeur qui aurait peut-être des informations. Et il m'invite chez lui, et je monte dans sa voiture, on refait 20 km, et je me retrouve en pleine forêt avec cet homme que je ne connais pas, qui va dans son grenier et qui descend un document incroyable qui est l'original l'original de l'opération chirurgicale lors de laquelle Simoeha a été sauvé. L'opération chirurgicale la plus foutraque du monde, la plus bricolo du monde, à base de fils de fer et compagnie. Si j'avais pas rencontré cette personne à ce moment-là, j'aurais jamais eu cette partie-là qui est carrément dans mon livre. Et puis un jour, c'est une autre personne qui pose devant moi le journal intime de Simoeha. Et je vois son écriture. Et je vois son écriture penchée, et je vois l'encre, et je vois le papier sur lequel sa peau est passée. Je suis au plus proche de lui. Un jour, je découvre... un jour, on me présente sa montre. Un jour, on me présente ses jumelles. Et ce qui est fou, c'est que j'ai dû repartir de cet endroit, donc de là où j'avais été invité, pour revenir à Helsinki. Et en revenant, je repasse par la première église, celle où on m'a dit non, c'est pas ici, c'est les espaces verts, non, c'est une autre église, non, c'est le fossoyeur, et puis après on allait à 20 km. Et quand je repasse devant cette église, elle est entièrement brûlée, elle est en cendres. Tout simplement parce que, quand on est auteur de polar, les polars ça vous suit, tout simplement parce que une famille vivait à côté de cette église, le père allait mourir, il voulait donner tout son héritage à l'église, les enfants n'étaient pas contents, ils ont buté le père, ils ont foutu le feu à l'église, et ils ont foutu le feu à la ferme. C'était 24 heures après mon passage. Si j'étais passé 24 heures après, je n'aurais pas eu une partie du journal intime de Simo, je n'aurais pas eu le rapport du chirurgien qui a opéré Simo, le livre serait totalement différent. Et c'est ça qui est fabuleux quand on va à la recherche et quand on va à l'échange et quand on va au partage, c'est que si un jour vous tournez à gauche au lieu de tourner à droite, votre vie changera radicalement. Et si un jour je décide d'aller entendre une personne avant une autre ou de me déplacer dans une ville avant une autre, alors je sais, parmi les 1 milliard de scénarios qui se proposent à vous à chaque décision, je sais que le livre en sera entièrement changé. Donc le livre qui est là aujourd'hui, c'est uniquement parce que ce jour-là, j'ai décidé d'aller voir cette église. Je serais allé voir le lendemain, elle aurait été réduite en cendres, j'aurais eu aucune de ces informations, j'en aurais eu d'autres, mais le livre serait différent, peut-être que la couverture serait différente, peut-être que le titre serait différent, peut-être que vous ne l'auriez pas aimé, peut-être qu'il n'aurait pas eu le prix Renaudot des lycéens et que je ne serais pas devant vous. Donc je chéris chacune de mes décisions.
Je m'appelle Élie. J'ai une question qui est un peu personnelle, on va dire. Ce n'est pas directement en rapport avec le livre, mais est-ce qu'il y a une œuvre, qu'elle soit littéraire ou autre, qui vous a marqué dans votre vie? Peut-être même qui vous a donné envie d'écrire? Ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est parce qu'on m'en a donné le droit. C'est pas un auteur ou une autrice qui m'a donné envie de me mettre à l'écriture. Mais sinon, des œuvres fondatrices, oui, j'en ai quelques-unes. J'ai L'Attrape-cœur de Salinger, qui est l'histoire du passage de l'adolescence à l'âge adulte, entre autres. Pourquoi je l'ai aimé? C'est parce que quand j'ai lu, j'avais 14 ans et j'étais en pension. Et donc ce livre me racontait moi aussi. J'ai L'Histoire sans fin. L'Histoire sans fin de Michael Ende. Alors là, je suis un peu plus jeune. J'ai eu une enfance très heureuse. Et mes parents sont là, donc je fais attention. J'ai eu une enfance très heureuse, mais j'ai toujours considéré mon enfance et mon adolescence comme une très très longue salle d'attente. Je savais qu'il allait se passer quelque chose dans ma vie, mais je savais que c'était pas là. Et donc, que ce soit l'école, le collège ou le lycée, j'ai vécu ça comme une interminable salle d'attente en me disant « ça va un jour commencer ». Et j'avais envie de vivre autre chose, j'avais envie de vivre d'autres vies, j'avais enfin envie que ça commence. Et l'histoire sans fin de Michael Ende, c'est l'histoire de Bastien, qui est maltraité par des camarades de classe et qui court se cacher dans une librairie, qui monte à l'étage, qui trouve un livre qui s'appelle L'Histoire sans fin. Et quand il l'ouvre, il réalise que c'est sa propre vie qui est à l'intérieur, mais qui est racontée différemment, dans un autre monde, dans un autre univers, une vie qui lui ressemble, mais dans laquelle il est un héros. Et c'est là que je comprends que chaque livre nous permet de vivre une vie différente. Et que pour quelqu'un qui, comme moi, a toujours été terrorisé par la mort, je faisais des terreurs nocturnes déjà quand j'étais petit, réaliser, comprendre que les livres sont la seule et unique manière de vivre 1000 vies en une seule, ça m'a un peu libéré de cette peur. Donc, L'Histoire sans fin de Michael Ende. Pour les romans policiers, c'est Dantec, Les Racines du mal, qui est un roman que j'ai adoré. Un peu d'histoire avec Ken Follett, Les Piliers de la Terre, qui est aussi un roman qui m'a transporté et qui m'a montré quelque chose. Ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas tant l'histoire, c'est pas tant le sujet, c'est la plume. Parce que très honnêtement, Ken Follett, Les Piliers de la Terre, me raconter pendant 800 pages la construction d'une cathédrale, j'en ai vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas grand-chose à faire. Mais j'ai lu ce livre d'une traite. J'ai adoré lire ce livre. Et puis, pour parler un petit peu de fantastique et de science-fiction, qui sont aussi deux matières que j'aime beaucoup, Barjavel, La Nuit des Temps, dont le twist, alors ça a été écrit en 1960, 1968, dont le twist, dont le retournement de situation de la fin, vaut tous les twists qu'on peut inventer aujourd'hui en cinéma, quand on se dit ou quand on se déclare très grand scénariste, etc. Barjavel avait déjà tout inventé. C'est le twist le plus surprenant et le plus déstabilisant que j'ai jamais lu. Donc voilà, La Nuit des Temps de Barjavel, un roman absolument fantastique. Bon, vous avez vu, je vous ai dit que j'avais pas lu beaucoup. J'ai quand même lu une dizaine de livres, hein, tout va bien. Mais voilà, ce sont vraiment des livres guides, des livres fondateurs que j'ai énormément aimés. Je crois qu'on va prendre la dernière question. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, je viens du lycée Rabelais de Chinon. Je voulais vous demander, parmi tous vos romans, lequel a été le plus difficile à écrire et pourquoi? Alors, c'est Entre deux mondes. Je réfléchissais au cas où, mais en fait, il n'y a pas vraiment de réflexion. Entre deux mondes, c'est une enquête dans la jungle de Calais. C'est une enquête dans un camp de réfugiés. Entre deux mondes raconte l'histoire d'un père de famille syrien qui va envoyer sa famille à l'avance dans la jungle de Calais pour les retrouver plus tard, une fois que la situation sera plus sûre. Et donc, il arrive 2-3 semaines après sa femme et sa fille pour les retrouver dans la jungle de Calais et il ne les retrouve pas. Et il va devoir enquêter dans cette jungle pour réussir à comprendre ce qui s'est passé entre la Syrie, la Libye, la Méditerranée, l'Italie, la traversée de l'Europe jusqu'à la jungle de Calais, où il a bien pu perdre sa femme et sa fille, où elles ont bien pu disparaître. C'est l'histoire d'un homme qui recherche le reste de lui-même, qui recherche sa famille. Et donc, pour écrire avec honnêteté ce roman, je me suis imposé d'aller dans la jungle de Calais, de planter ma tente et d'aller vivre avec eux. C'est la moindre des choses, à la fois pour raconter leurs histoires, mais à la fois aussi pour vous la raconter à vous. Si je vous raconte cette histoire, c'est que je la connais. Et donc,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté ma tente et très rapidement, il y a la partie soudanaise du camp qui est venue me voir et qui m'a dit, Olivier, enfin on s'est présenté, ils m'ont dit, tu devrais planter ta tente avec nous, tu devrais te rapprocher de nous, parce que la jungle est un endroit qui est complexe, qui est dangereux, qui est violent. Et puis le premier soir, au coin du feu, les uns et les autres commencent avec un peu de timidité à me raconter leurs histoires de passage, leurs espoirs, ce qu'ils cherchent en France, ce qu'ils cherchent en Angleterre, ce qu'ils ont fui, ce qu'ils ont perdu, ceux qu'ils espèrent retrouver. Mais il y a encore un peu de timidité. Et puis le deuxième soir, on me raconte d'autres histoires. Moi, j'arrive dans la jungle de Calais, j'ai déjà un roman policier dans la tête. Il est bien écrit, il est un peu abouti, j'ai déjà mon architecture, comme je vous l'ai expliqué avant. Mais la première histoire qui m'est racontée, elle est tellement plus forte que tout ce que j'ai pu écrire dans mon calepin que j'arrache une première page. Je me dis, cette introduction, elle n'est pas nécessaire. Cette histoire qu'on m'a racontée, elle est bien plus importante. Et puis une deuxième histoire, et j'arrache une seconde page. Et puis 3 histoires, 10 histoires, 20 histoires. Au bout d'un moment, on apprend que dans la jungle de Calais, il y a un homme qui écrit l'histoire des migrants et qui écrit Entre deux mondes. Et d'autres personnes, d'autres nationalités viennent me voir et me racontent leurs histoires. Et moi, j'arrache à chaque fois une page de mon roman policier. Ce qui fait qu'à la fin, Entre deux mondes est classé comme un roman policier, mais l'histoire policière fait à peu près une vingtaine de pages. Le reste, c'est leurs histoires à eux. C'est leurs histoires à eux, c'est l'histoire de ces hommes et de ces femmes qu'on ne pourra plus entendre, puisque certains sont morts pendant les traversées, certains sont morts dans le camp, certains sont morts pour d'autres raisons, ont dû rentrer chez eux ou n'ont pas trouvé en Angleterre ce qu'ils avaient espéré. Et je deviens, puisque personne ne les écrit, ces histoires, je deviens responsable. Je deviens le passeur d'histoire. Et donc, mes épaules sont lourdes de cet héritage. Et quand je reviens chez moi, à Paris, et que j'ouvre mon ordinateur et que je me dis « Allez, maintenant, tu commences », là, je suis totalement bloqué par le poids de toutes ces histoires, parce que c'est moi qui vais les raconter, et si je ne les raconte pas, elles vont s'oublier, elles vont disparaître. Donc c'est pour ça que ça a été probablement le livre le plus complexe à écrire, parce que c'est pas mon histoire, c'est la leur, parce que c'est pas mon héritage, c'est le leur, et que à nouveau, comme dans les guerriers de l'hiver, la seule chose que j'ai apportée, c'est ma plume. C'est tout ce que j'ai. C'est vraiment 2 livres qui ne m'appartiennent pas, en fait. C'est 2 livres d'histoire. Ça veut dire quoi, un livre d'histoire? Ça veut dire que l'histoire, elle a déjà été racontée. Alors qu'est-ce que je fais, moi, à écrire une histoire qui a déjà été racontée? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Et parce que ces histoires ont déjà été racontées, eh bien, la seule chose que je peux apporter, c'est ma manière de les voir, les émotions avec lesquelles je les traverse, et la manière de vous les retranscrire. Donc voilà, Entre deux mondes. Je crois qu'encore une. Alors, encore une. Encore une. Ça va être difficile avec toutes ces mains levées. Hein. Trop tard. C'est Tananarive. Allez, une de Tananarive et puis... Ou alors 2. Allez, Il y en aura 2. Patrice. Je crois qu'ils vont poser la question à 2. C'est ça, hein? Bonjour, je suis Patrice. Et moi, c'est Ivana. Alors, nous voulons vous poser la question si, dans le roman, le personnage de Léna montre que les femmes ont également une place essentielle dans ce contexte difficile. Comment pensez-vous qu'elle redéfinit l'idée de guerre, de combat, comme étant une affaire d'hommes? Qu'est-ce qui la distingue des personnages masculins? Et enfin, quelles sont les leçons que vous pouvez nous transmettre, nous, les générations suivantes? Et quelles sont, de vos expériences, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer pour continuer à avancer vers une certaine équité des sexes que l'on ne connaît pas aujourd'hui? Alors, merci pour votre 17 questions en même temps. Je vais faire comme si je ne voyais pas que je réponds qu'à une seule d'entre elles. Mais je suis très très content qu'on ait pris cette question, parce qu'on va pouvoir aborder effectivement le côté féminin de ce roman, si je peux m'exprimer ainsi. Quand la guerre a commencé, 300 000 hommes ont été mobilisés et sont partis dans les tranchées et sur le terrain s'opposer ou défendre leur pays face aux Russes. Mais avec ces 300 000 hommes, il y a 100 000 femmes, 100 000 lotas qui les ont accompagnés. L'OTA, c'est une vieille légende, parce qu'il y a eu d'autres guerres avant la guerre d'hiver, et le soldat Svard a été envoyé à la guerre,
Et sa femme l'a suivi. Sa femme s'appelait Lotta. Et quand le soldat Svard s'est pris une balle et qu'il est mort, on a proposé à Lotta de la ramener chez elle. Et elle a répondu, mais non, il y a d'autres soldats, il y a d'autres maris, il y a d'autres frères. Et ceux-là, il faut les aider, il faut les soigner, il faut être là pour eux. Et Lotta décide de rester sur la zone de front. Donc, c'est en son honneur et pour suivre sa légende que les Lotta ont été créées en Finlande. Et elles apprennent, comme les hommes, à faire la guerre. Elles sont évidemment cantinières, évidemment couturières, mais surtout opératrices radio, infirmières, chirurgiennes pour certaines. Et même, on va leur donner des missions qui font partie des plus dangereuses. Vous savez, les Russes avaient énormément de soldats, et quand un soldat mourait, eh bien, on en mettait un autre sous le casque. Les Finlandais, eux, n'avaient que très peu de soldats, et quand un soldat mourait, eh bien, il y avait un soldat en moins parmi les rangs des unités. Donc, au bout d'un moment, c'est aux femmes qu'on a demandé cette mission périlleuse, qui est celle de messagères. Les messagers et les messagères sont ceux qui amènent une information d'une tranchée à une autre, un changement de stratégie, un déplacement de troupes. Et l'espérance de vie d'un messager ou d'une messagère, ça n'est que de quelques heures, parce qu'ils traversent justement les zones de guerre. Et c'est ça qu'on a demandé aux Lotta vers la fin. C'est ça qu'on a demandé à Lena, c'est ça qu'on a demandé aux Lotta. On leur a donné une arme et elles sont devenues les messagères. Donc, si cette guerre d'hiver a connu cette conclusion, si cette guerre d'hiver et si ces Finlandais ont réussi à tenir bon face aux millions de Russes qui les attaquaient, si cette guerre d'hiver a été pour les Russes une victoire honteuse et pour les Finlandais une défaite dans l'honneur, c'est aussi grâce aux Lotta. Et à partir de là, alors déjà en Finlande, le concept de homme et femme est très arasé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes. À l'époque, les femmes pouvaient déjà voter, elles étaient porteuses de ciment, porteuses de briques, mais elles pouvaient être aussi femmes politiques, elles pouvaient être journalistes, elles pouvaient être fonctionnaires. Et au cours de cette guerre, quand les femmes ont été tout aussi essentielles que les hommes pour la guerre d'hiver, eh bien, au lendemain de cette guerre, il n'y avait plus, et il n'y a plus aujourd'hui de différence entre les hommes et les femmes en Finlande. C'est ça aussi qui a apporté ce conflit. Voilà, je crois que j'ai répondu à vos 17 questions. Je sais évidemment que non, mais voilà, je suis désolé. Est-ce que vous vous attendiez à recevoir le prix Renaudot des lycéens ? Est-ce que je m'attendais à recevoir le prix Renaudot des lycéens ? Évidemment, le livre est excellent. L'écriture est exigeante mais sans faille, donc il était évident que vous seriez séduit. Absolument pas. Pour vous dire, on était donc dans le bureau des éditions Michel Lafon, le téléphone posé devant, et Elsa n'espérait qu'une seule chose, c'est que j'arrive pas trop à l'avance, parce qu'elle me voit marcher dans les éditions de long en large, avec une tête de 3 km de long, avec le cœur en pause, en suspens. Donc ça a été... Non, l'attente a été terrible, et le résultat nous a, en tout cas moi, m'a libéré, parce que on a été sélectionné dans plusieurs prix, et ces sélections créent de l'espoir. D'abord mon espoir, puis ensuite l'espoir de ma famille, l'espoir de ma maison d'édition, l'espoir de mes amis, l'espoir des gens que j'aime, l'espoir des autres auteurs et autrices avec qui je travaille. Et mon espoir partait de plus en plus loin, c'était plus lui qui était important. Je n'avais plus qu'une seule envie, c'était au moins d'avoir un de ces prix vérité, comme le prix du Renaudot des lycéens, pour pouvoir dire « on y est arrivé ». Et c'était plus presque pour les autres que pour moi, enfin leur offrir ce pourquoi on avait tant espéré. Donc oui, l'espoir comme un boulet, l'espoir comme quelque chose qui pèse sur les épaules, et puis à un moment donné, ce coup de fil, oui, bonjour Olivier Norek, c'est les lycéens et lycéennes du prix Renaudot. Bon, là, je crois qu'on a hurlé comme pas possible aux éditions Lafon. Si on avait été sûr de nous, on n'aurait pas hurlé, on aurait fait « ouais, facile ». Mais là, on a littéralement hurlé dans les éditions Lafon, aux éditions Lafon. Toute la maison d'édition était là, toute la maison d'édition était debout à applaudir. Ça a été un moment magnifique, un moment inoubliable. On a fait la fête un peu trop, d'ailleurs. Et c'est à vous que je le dois. Une fois de plus, je vous le dis, et puis c'est bien de conclure par ça. Vous avez changé ma vie. Merci beaucoup.
Alors j'espère que vous garderez longtemps le souvenir de cette rencontre. En tout cas, moi je pense que ça va rester dans ma tête pendant longtemps aussi. Vous savez que maintenant c'est la fin. Avant toute chose, vous vous rappelez qu'on va organiser la petite séance photo et dédicace d'un roman pour l'établissement, pas plus s'il vous plaît. Juste avant ça, une petite chose, parce que moi je fais comme chaque année avec Elisa, nous sommes toujours, et Lucille, quand on fait la sélection, on est très angoissé, on se dit est-ce que ça va marcher, etc. Bravo à vous pour le sérieux, vos écrits, tout ce que vous avez fait pendant tout le temps de ce projet. N'oubliez pas de remercier vos professeurs qui demandent à participer au prix Renaudot parce que c'est vraiment des super profs que vous avez. Pensez-y.